Alors, on va passer quand même à la parole à Véronique Boru. Je voulais juste donner l'information que j'aurais dû donner au début. Bon, il y a les feuilles qui passent là, qui circulent. Et puis la prochaine séance aura lieu dans 20 jours exactement. Ça ne sera pas un mardi, ça sera un lundi 26 à 19h. Avec Lucette Nobs, Lina de Spengler et Nicolas de Pinault. Ensuite, il y aura une séance en juin avec Anna Sermel, Leslie Ponce et Désiré Avila qui va nous faire le commentaire. Et pour terminer, en septembre, avec Béatrice Prémazy, Marlène Bellilos, Lise Schild et éventuellement un médecin. Bref. Merci beaucoup. Merci Renato. Donc je vais... c'est dommage, on va arrêter de discuter parce que c'était très gai. Et je vais essayer de parler de choses un peu plus... un peu de retour à la psychanalyse un petit peu hardcore. Donc, je m'en excuse à l'avance, mais j'ai essayé d'être très claire. Alors d'abord, je voulais commencer par remercier Renato Seidel et puis l'ASREP qui ont pris l'habitude de m'inviter pour contribuer à l'élaboration de la psychanalyse donc en Suisse, et j'en suis ravie, j'apprends beaucoup à chaque fois. Et je voudrais aussi m'excuser, comme je n'allais pas parler de mon titre, qui était la mise en intelligibilité du vivant au XXIe siècle, parce qu'en fait, en préparant mon intervention et en écoutant les interventions des autres intervenants, les 2 mois passés, je me suis fait la remarque qu'il était quand même important de préciser vraiment bien l'articulation entre psychanalyse et psychopharmacologie. Et donc je me suis dit que j'avais quelque chose à dire sur ça et que j'allais finalement préférer parler de ça pour en fait montrer comment une lecture psychanalytique du médicament pouvait nous permettre dans notre clinique de prendre du recul par rapport à un nombre de débats, voire d'impasses, qui occupent le champ de la psychopharmacologie. Puisque d'un côté, on a l'idéal psychopharmacologique, que je résume, je ne suis pas du tout médecin, mais que je résume de la sorte. L'idéal, ce serait, j'ajoute dans l'organisme humain la bonne quantité de la bonne substance, et l'effet qui s'ensuit, il y a un effet de régulation, un effet de bien-être, un effet d'homéostase, un effet de regain du sentiment de vie. L'idéal, ce serait ça. J'ajoute quelque chose dans l'organisme et il s'ensuit un effet qui est, de manière générale, ressenti de manière positive par le sujet. Et face à cet idéal, on a plutôt une concentration des chercheurs et des critiques sur ce qui ne marche pas, c'est-à-dire sur ce qui échappe au calcul, ce qui échappe à la maîtrise, ce qui échappe à la prévision. Puisque le déclin du paradigme biomédical type DSM qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle est ponctué de débats sur une série de thèmes, notamment l'effet placebo, dont a parlé de manière très précise le professeur Desplan la dernière fois. Faut-il soustraire l'effet placebo, l'effet sujet de l'effet total du médicament, pour pas venir à isoler l'effet pur de la substance? Qu'est-ce que l'effet placebo? Donc on a ce genre de débat. On a le genre de débat qui a trait aux variations importantes de personne à personne pour un même médicament, puisque, comme a pu le dire le philosophe du médicament François Dagonier dans un entretien publié dans Mental, je le cite, « Le médicament est une molécule chimique dont on est sûr tant qu'on ne s'en sert pas. Mais dès qu'il entre dans l'intégrité corporelle, ses effets sont multiples. » Donc, deuxième type de problème qu'on voit beaucoup débattu dans ce champ. Troisième type de problème, ce sont les effets secondaires. Il y a en ce moment une levée de boucliers en Angleterre, aux États-Unis, et les patients qui disent on nous drogue depuis des années, on a plein de maladies, c'est de la faute des médicaments qu'on nous donne. Il y a vraiment un retour de manivelle ou un ras-le-bol de cette médicalisation. Et quatrième champ de problèmes qui est débattu dans la psychopharmacologie, c'est tout ce qui est les réactions indésirables, c'est-à-dire pas les effets secondaires, mais les réactions qu'on voudrait qu'il n'y ait pas. Par exemple, lassitude, l'addiction, les usages déviants ou encore la résistance. Donc finalement, le patient n'est pas un bon patient.
C'est-à-dire, au lieu de prendre la dose qu'on lui donne et que ça aille mieux, ben, il devient accoutumé, il s'ennuie de son médicament, il en veut un autre, il en prend plus, il en prend pour dormir, pour s'amuser, enfin. Il n'est pas pris comme on voudrait qu'il soit pris. Donc il me semble que... les débats qui ont lieu à l'heure actuelle sont vraiment à l'opposé de l'idéal qui serait on donne telle dose à telle personne et il se passe ça. Cette simple liste met donc en évidence le fait que le médicament est tout sauf un objet simple. Un objet qu'il s'agirait de savoir manier, dont il suffirait d'affiner la composition pour obtenir l'homéostase pour tous. Qu'on soit tous soumis au principe du plaisir en permanence. Et il me semble que l'appareil théorique de la psychanalyse ne peut que nous amener à considérer que les imperfections objectives du médicament ne sont pas les seules en cause dans les impasses que je viens de citer à l'instant. Avec l'appareil théorique de la psychanalyse, il me semble qu'on peut cerner la logique de l'entrée du médicament, pas seulement dans l'intégrité corporelle de la personne, mais aussi dans sa vie psychique. Et il peut donc s'agir, à partir de ce parti pris, de déchiffrer à la lumière de la psychanalyse ce qu'est le médicament pour un sujet, non pas comme un objet scientifique à effet mesurable, mais comme un objet dont il y a, je dis grosso modo pour commencer, 3 dimensions. Tout d'abord, cet objet qu'est le médicament est pris d'emblée dans les circuits pulsionnels de chaque sujet, en tant qu'il va être corrélé à son mode de jouissance et qu'il va lui en proposer un autre mode de jouissance. Donc le médicament est déjà pris dans cette logique-là. Ce n'est pas simplement un objet scientifique. Deuxièmement, le médicament est aussi un objet signifiant, c'est-à-dire qu'il est articulé au savoir scientifique et juridique d'une civilisation, mais aussi aux représentations culturelles et médiatiques de cet objet, qui va fournir au sujet du sens par rapport au médicament qu'il prend, mais aussi des identifications, voire du lien social. Troisième chose, le médicament entre dans la vie psychique du sujet aussi comme une grille de lecture. C'est-à-dire qu'il va, donc avec sa posologie, Internet et ainsi de suite, mettre son corps lui-même en intelligibilité à partir des signifiants et des indications qui sont données. Donc il va associer certains signifiants à ses ressentis et se dire tiens là je me sens pas bien, je dois avoir un niveau bas de sérotonine aujourd'hui. Donc il y a comme ça une mise en intelligibilité de soi-même par rapport donc à tout ce discours-là. Donc à partir du moment où dès que le médicament entre dans la vie psychique d'un sujet, il est pris dans tous ces réseaux de signification et de modes de jouissance, il m'apparaît absolument artificiel de tenter d'isoler l'effet pur de la substance active sur un organisme, puisque comme l'ont rappelé très précisément le professeur Ansermet et le docteur Le Guil au mois de février, on ne peut pas administrer de médicaments sans effet sujet. Alors, je voudrais rajouter à ça que c'est pas parce que l'efficace du médicament tient à son effet sujet qu'il n'est pas efficace. Alors, une fois qu'on a dit ça, reste encore à définir cet effet sujet, comme dit Éric Laurent dans son entretien avec François Dagonier. On peut dire effet sujet, qu'est-ce qu'on peut en dire de plus ? Alors après cette introduction, je voudrais donc revenir, comme telle est ma méthode habituelle, au point de départ de base commun, à savoir le titre de la série de conférences, psychanalyse et psychopharmacologie, pour en arriver progressivement à cet effet sujet. Donc ma première modalité d'aborder cette question, c'est est-ce qu'il s'agit d'un binaire, psychopharmacologie et psychanalyse? On pourrait l'entendre comme ça. Certainement, on l'entendrait mal. Je n'en doute pas. Mais explorons quand même un petit peu cette hypothèse. Si c'était un binaire, qu'est-ce qu'il faudrait entendre par ça ? Dans cette perspective d'une opposition signifiante, il me semble qu'on aurait une opposition pouvoir de la parole, pouvoir des substances actives. Et donc, on aurait en opposition 2 modalités de traitement de la jouissance du corps. La modalité psychanalytique, la première modalité,
dirait, nous, on traite la jouissance du corps par la parole sous transfert. Qu'est-ce qu'on appelle la jouissance ? La jouissance, Jacques-Alain Miller l'a définie à l'occasion comme un affect du corps vivant. On peut dire, nous, dans notre pratique, que c'est toujours ce dont le sujet se plaint, la jouissance. Dans la mesure où, selon la définition que propose Freud dans Inhibition, symptôme, angoisse, tout symptôme a une satisfaction pulsionnelle. Il est donc, comme dirait Lacan, un événement de corps. Donc il se passe quelque chose dans le corps. Conversion, dépression, angoisse, surconsommation de substances, anorexie, hypocondrie, ce sont des problèmes de la jouissance. Le sujet n'arrive pas à réguler sa jouissance de manière à ce qu'elle lui apporte une satisfaction pulsionnelle non excessive, et face à ça, l'outil de la psychanalyse, c'est le maniement de l'inconscient. On peut même le dire plus précisément avec la distinction qu'a élaborée Jacques-Alain Miller dans son cours « Choses de finesse en psychanalyse », entre l'inconscient transférentiel et l'inconscient réel. On peut dire que la psychanalyse, c'est le traitement de l'inconscient réel, soit l'opaque de la jouissance qui tient au corps parlant. C'est le traitement de l'inconscient réel par l'élaboration d'un inconscient transférentiel. Donc, c'est-à-dire que on va, dans la relation analytique, sous transfert, construire un savoir sur un réel. C'est donc la modalité de traitement de la jouissance par la parole que propose la psychanalyse et que Lacan écrit en un seul mot, à parole, pour bien montrer que la parole inclut la jouissance. Donc dans ma perspective de prendre le titre comme un binaire, donc la deuxième modalité, traitement par la parole, c'est traitement donc de la jouissance au moyen d'une substance active dont les effets attendus peuvent être l'apaisement, la limitation de la jouissance, la réduction de l'inhibition, le retour de la libido. Enfin, on a comme ça, finalement, la tentative de faire la même chose avec d'une autre manière, qui est de réguler la jouissance du corps d'une autre manière. Comment opère la psychopharmacologie ? Elle opère en puisant dans le corps, je cite encore François Dagonier ici, en puisant dans le corps l'élément qui lui permettait de fonctionner, et elle le réapplique de l'extérieur à un corps en difficulté. Donc, si vous voulez, il le dit de cette manière très claire, le médicament est toujours un dehors qui reprend le dedans et qui, par là, entrant dans l'organisme, est capable de le modifier. Donc, je précise ce point parce que je pense que ça va être très important pour comprendre le médicament comme un objet pulsionnel. C'est un dehors qui est réappliqué dans le dedans, avec un circuit comme ça, dedans-dehors. Donc, pour cette modalité, on peut en dire que elle vise aussi à obtenir une homéostase sans mobiliser cependant le transfert ou la parole. En tout cas, pas au premier chef, pas au titre d'outil. Et donc on entend d'ailleurs souvent déplorer que l'intersubjectivité de la relation au praticien, qui est un lien propice à la suggestion, fait obstacle à la vraie scientificité de l'objet médicament, parce que, comme l'a dit monsieur le professeur Desplan, ça marche mieux quand on aime bien le psychiatre que quand on l'aime pas, et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas mobilisé cependant au premier plan. Donc pour résumer cette perspective du binaire, si on prend la chose sous cet angle, on a deux modalités distinctes supposées parvenir à un effet semblable sur la jouissance du corps. La première modalité, pour ce faire, met le sujet en fonction. La deuxième agit sur l'organisme. Et pour beaucoup de praticiens dans le champ psy, il s'agit d'un choix clinique entre deux manières de parvenir au même résultat, et que ce choix relève tout autant de l'éthique que de l'épistémique. On pourrait dire les choses comme ça. Ça, c'est si on prend le titre qu'a proposé Renato sous la perspective de l'opposition. Ou. Et je pense que ici, je vais répondre de manière opportune à la question de Lynn. Pourquoi ou? Puisque finalement, au lieu d'un binaire, je pense qu'il est plus pertinent de parler d'un rapport
entre psychanalyse et psychopharmacologie. Surtout, étant donné la prévalence de l'objet médicament dans nos sociétés, par exemple en Angleterre, j'ai lu la semaine dernière, il y avait 56 millions de prescriptions d'antidépresseurs par an, ça fait beaucoup. Donc, vu la prévalence de cet objet, il est un objet incontournable de nos sociétés et donc éminemment utilisable dans nos pratiques. D'autre part, je pense que les limites sont aujourd'hui toujours plus avérées d'une approche purement pharmacologique. Donc il me semble plus pertinent de traiter du titre du cycle de colloque comme un rapport plutôt qu'un binaire qu'il faut donc préciser dès lors. Alors, il me semble que si tout médicament entraîne, au-delà de son action sur l'organisme, un effet sujet, c'est pour une raison bien précise et qu'il me semble être absente des discours scientifiques, à savoir, pour le dire avec Lacan, l'être humain n'est pas un organisme, il a un corps. L'être humain n'est pas un organisme, il a un corps. Comment expliquer cette chose ? Lacan dit souvent des choses qui ont l'air très mystérieuses et en fait c'est très simple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? On n'est pas un organisme, on a un corps. Ça veut dire que comme nous sommes des sujets du signifiant, nous ne sommes pas un organisme. Nous avons un corps avec lequel nous avons un rapport par le biais des signifiants que nous utilisons pour nous approprier notre corps. C'est-à-dire nous le mettons en signifiant pour le maîtriser, pour le contrôler, pour le comprendre. Donc nous avons un corps avec lequel nous avons un rapport. Donc comme nous ne sommes pas un organisme mais que nous avons un corps, l'humain ne fonctionne pas comme un ensemble articulé de réactions moléculaires, chimiques ou génétiques. La corporéité de l'être humain, donc non pas son organisme, sa corporéité est tissée de signifiants et son sentiment de vie est organisé par des circuits pulsionnels. Un corps, c'est plus compliqué qu'un organisme. C'est, Miller le dit dans son cours Biologie lacanienne, on peut dire que c'est l'organisme plus la vie. Puisque quand le sujet est mort, il reste les molécules, les éléments, les trucs, machin truc. Tous les éléments, toutes les composantes du corps. C'est moins la vie. Le corps, c'est l'organisme plus la vie. Il s'ensuit logiquement que si un être humain n'est pas un organisme mais a un corps, le médicament ne peut pas être réduit à une substance active agissant sur un organisme. Donc, comme je l'ai dit plus haut, il devient d'emblée un objet pulsionnel articulé à des signifiants maîtres. Quel médicament est à la mode ? Qui c'est qui les prend ? Est-ce que ta copine les prend ? Est-ce que c'est bien ? C'est quoi les plus drôles ? Tout ça. Donc, il y a tout de suite ça. Il y a aussi des effets de signification, c'est-à-dire qu'est-ce qui est attendu de chaque médicament ? Viagra, plus de libido, anxiolytique, moins d'angoisse. Et il y a aussi le grand autre des discours et des savoirs sur le médicament. Donc le médicament ne peut pas être un objet, une substance simplement active sur un organisme. Et donc, sachant cela, au cours d'une cure analytique dans laquelle le patient suit un traitement médicamenteux, il me semble qu'il ne s'agira pas uniquement de s'appuyer sur les effets d'apaisement que peuvent procurer les médicaments. C'est-à-dire, il ne suffit pas juste de dire « bon, mon patient est un peu délirant, je lui donne un antipsychotique et dans 3 semaines, on commence l'analyse ». Ça ne suffit pas de dire ça. C'est vrai qu'on peut dire ça. On peut apaiser le sujet pour commencer à travailler. Mais il me semble que dans un traitement analytique de la modernité, on doit prendre en compte l'objet médicament et s'en servir. C'est-à-dire, cet objet doit être analysé comme prenant sa place dans la série des objets pulsionnels. On doit s'en servir pour déchiffrer la grammaire pulsionnelle dans laquelle il est pris. Le sujet le demande-t-il, le refuse-t-il, y est-il addict, y a-t-il une répétition dans la consommation ? C'est une grammaire pulsionnelle de l'objet médicament. Comme on mange trop, pas assez, on est anorexique, on est boulimique, on se fait vomir, c'est la même chose. C'est une grammaire pulsionnelle.
Donc il faut se servir de cet objet pour en déchiffrer la grammaire pulsionnelle, pour dérouler les chaînes signifiantes qui lui sont associées, pour éventuellement l'utiliser pour aider un sujet psychotique à se construire un corps grâce à la médiation d'un objet condensateur qui permet d'établir un circuit avec un dehors et un dedans, justement. Donc, pour moi, il ne s'agit donc pas simplement de dire se sert du médicament en attendant qu'on puisse faire autrement, il faut aussi faire avec cet objet qui est dans la série des objets pulsionnels.